Monsieur Dufour, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir cette fois-ci chez vous, chez BPI France, dans vos locaux. La dernière fois qu'on a échangé, c'était une deuxième interview, c'était il y a plus de 18 mois, le 8 septembre 2021, il s'est passé beaucoup de choses. On avait principalement parlé de votre casquette de dirigeant, qu'on évoque un peu moins. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, on a eu la guerre en Ukraine, l'inflation, certaines formes de récession, il y a eu des changements à la BPI, chez BPI France en termes de, je crois comprendre, de gouvernance. Ma première question est simple et elle fait le lien avec notre première interview. Comment votre style de management a-t-il évolué dans ce nouveau contexte? Il n'a pas évolué. Il n'a pas changé. On est ce qu'on est. Hein. Il y a eu des changements en termes de gouvernance, d'équipe Non, mais j'ai des membres de Comex qui ont décidé de devenir entrepreneurs. Ouais. Après de nombreuses années passées au service de la cause. Je pense en particulier à Benjamin Paterno, qui était là depuis le début de sa carrière, en fait. 17-18 ans, et qui part monter son fonds, un fonds de secondaire, dans la tech, qui va être bien utile, entre parenthèses, par les temps qui courent. Pedro Novo, qui était là depuis 20 ans, puisqu'il était chez Oseo avant la création de la BPI, qui part créer un fonds d'investissement dans l'hôtellerie de luxe en Afrique, qui est son continent du cœur. Et puis, vous avez Elodie, ma DRH, qui part chez Sofinova. Vous voyez, donc tout ça, au fond, c'est l'évolution naturelle des choses. Tous ces gens étaient là depuis plus de 10 ans. Et je suis très heureux pour eux. Mais pour le reste, le style de management n'a pas changé. Vous restez le même dirigeant et la culture d'entreprise reste la même. Ah bah bien sûr, bien sûr. Les valeurs sont les miennes depuis 30 ans maintenant. Hein. Optimisme, ouais. Volonté, simplicité et proximité. Voilà. Et elles s'appliquent tous les jours, y compris dans le recrutement. Les gens qui ne sont pas comme ça, on ne les recrute pas. Alors justement, au même titre que les entrepreneurs qu'on accompagne, BPI France est quand même une grosse machine, mais elle a ces mêmes enjeux de recruter des talents. Faisons un exercice très simple, imaginons qu'une personne ou moi-même, imaginons que je sois un candidat qui vous intéresse. Oui. Quels seraient vos arguments, si tant est que mon profil soit le bon, imaginons, pour me faire rejoindre votre institution? Quels sont les arguments? Si vous êtes dans les métiers de l'investissement, je vais vous dire, écoutez, franchement, si vous voulez vous former au métier de l'investissement en sortie d'école, l'école d'application du private equity français, c'est la BPI. Pourquoi? Parce qu'on a une vision panoptique 360 degrés de l'ensemble du deal flow français et que nos jeunes, qui sont souvent d'abord stagiaires, puis ensuite les jeunes que nous recrutons, avant de devenir les associates, comme on dit dans le langage, eh bien, ils traitent une quinzaine de situations par an. Tout de suite, immédiatement. Acquisition, cession. Ils travaillent énormément, mais ils ont un deal flow d'enfer, sur lequel ils acquièrent rapidement le métier et la maturité. Voilà. Donc ça, je pense que c'est extrêmement attractif. Et d'ailleurs, on a une demande de stagiaires qui est incroyable. On est très sélectif, on prend ceux qui nous paraissent les meilleurs. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est les meilleurs potentiels professionnels, et puis également ceux qui sont en adéquation avec nos valeurs, dans lequel il y a quand même une forme de militantisme aussi pour le public, le service public, l'intérêt général. Et c'est sûr que dans sa vie, avoir consacré quelques années, tout en étant dans une practice totalement privée, puisque, comme vous savez, BPI France est market practice absolument et génère de la performance qui est une performance de marché. Et vous le savez bien, puisque nous sommes co-investisseurs. Et bien en même temps, il y a une dimension qui est, je contribue à la richesse en fait de mon pays. Très clair. Alors effectivement, il y a une vision 360, mais comme je l'ai dit en introduction, on s'est parlé en 2021 dans un contexte marché très particulier, avec des levées, des fonds internationaux, je ne vais pas revenir là-dessus. Cet écosystème a quand même beaucoup évolué. Oui. Comment accompagnez-vous aujourd'hui? Vous parliez d'investisseurs, les investisseurs au sein de la BPI. Comment accompagnez-vous les investisseurs dans cet environnement qui change? Est-ce que vous changez avec cet environnement? Oui, bien sûr, nous on est très malléable, on est très plastique et puis on est très pragmatique aussi. On est très business, enfin tout simplement. On essaie d'anticiper les tendances, les méga tendances. On pilote le bateau absolument comme n'importe quelle entreprise privée le fait. D'ailleurs, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est assez attractif en recrutement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en 2022, on est très fiers de ça. On est 8e au classement Glassdoor français. On est la seule banque. 8e au classement Glassdoor français. Donc les collaborateurs de BPI France savent bien qu'ils sont tous des coéquipiers d'un bateau exceptionnel, honnêtement, qui a d'abord une résilience, il est capable de traverser les mers difficiles, mais en même temps il a une souplesse de manœuvre
qui est celle sur laquelle vous m'interrogez donc. Le monde a changé, en effet, dans plein de dimensions. 2022, on se souviendra de 2022 comme une année où les choses ont basculé, ça c'est sûr. Et la correction à la baisse des valeurs de la tech est une petite chose à l'aune de tout ce qui s'est par ailleurs passé en 2022. Je veux parler de la guerre d'Ukraine, évidemment, je veux parler de la crise énergétique, je veux parler de l'IRA, qui est en fait la fin de l'Organisation mondiale du commerce. Et je pourrais d'ailleurs parler aussi, alors certes c'est janvier 2023, mais enfin disons qu'on va le rattacher à 2022, de ChatGPT, qui est une révolution mondiale, d'une profondeur et d'une ampleur qui est encore largement sous-estimée. Donc 2022, il faut retenir année de rupture, donc pour la BPI, année de rupture aussi inévitablement. Donc sur la tech, bon, j'ai eu l'occasion de m'exprimer publiquement hier matin, puis hier soir sur BFM, l'année 2023 va être une année où la mer va être un peu plus lourde, quoi. Donc les levées de fonds vont être beaucoup plus lentes. Les assureurs se retirent, c'est clair. Donc les levées des fonds, les levées des startups auprès des fonds vont être également beaucoup plus lentes et plus exigeantes. Donc tout ça nous guide vers une exigence de performance beaucoup plus élevée. Donc moins de recrutement, moins de burn, et certainement des difficultés pour les entreprises qui, elles, n'ont pas anticipé ça et qui avaient perdu le sens du tragique. Je ne dis pas qu'on est dans le tragique, mais enfin, bon, l'année 2023 ne va pas ressembler du tout à l'année 2022. Est-ce que vous incitez les collaborateurs, investisseurs à la BPI de modifier leur grille de lecture sur deux paramètres que vous avez indirectement cités? Favoriser les entreprises qui s'inscrivent véritablement dans une logique de progrès pour le climat, au sens large, et donc vraiment continuer et renforcer cette prise de position sur ces enjeux environnementaux notamment. Et deuxième chose, favoriser aussi les entreprises qui ont une véritable capacité à générer non pas du chiffre d'affaires et une croissance exponentielle, même si c'est le but de notre métier, mais surtout de l'EBITDA à terme et finalement à générer des profits. Oui, alors j'ai envie de dire que ce qui est très important, c'est la discipline du résultat, la discipline du comportement, la discipline du pilotage de l'entreprise. Pour le reste, on ne va pas se mettre à demander de l'EBITDA positif, ce n'est pas notre rôle. En 2022, en capital risque, on a investi 760 millions d'euros. Uniquement dans l'année, en direct, les équipes qui sont dans ce bâtiment. On a investi par ailleurs près d'1 milliard d'euros dans les fonds. Donc 1,8 milliard en capital risque. Mais c'est bien pour faire du capital risque. Il ne faudrait pas que les fonds que nous finançons se mettent à demander eux aussi de l'EBITDA positif. Ce n'est pas du tout ce qu'on leur demande. Non, mais on veut que... Non mais bien sûr. Mais on veut continuer d'appliquer au fond, la raison d'être même de ce qu'on appelle le capital risque, je dis toujours, c'est de la projection à très haute intensité, comme un coup de Karcher, de capital sur une surface limitée pour faire monter à toute vitesse une plante. C'est ça le capital risque. Parfois ça ne marche pas, parfois la plante meurt. Bon, c'est risqué. Et il faut que ça reste risqué, ça c'est indispensable. Donc nous on va très fortement continuer de financer le seed, l'early stage, où énormément de choses se passent en ce moment. Chaque année, il y a de nouvelles générations d'entrepreneurs, des nouvelles générations de technologies. C'est tout à fait cambrien et on voit des choses magnifiques arriver. On avait été assez prudent à partir de 2021 et surtout en 2022 sur les gros tickets de late. On a vu les valos s'envoler, on a vu les fonds américains arriver, se retirer. On n'en a fait qu'un seul gros, vraiment. Enfin deux. On a fait Exotech et on a fait Doctolib. En début d'année 2022. Bon. Et donc on a été, à juste raison, les équipes, je les félicite en la matière, ont été prudentes. Pour le reste, non, il faut surtout pas arrêter la boule de neige de la French Tech. Bien sûr. Surtout pas. Donc nous, s'il faut qu'on soit contracyclique cette année, on sera contracyclique. Mais il n'y aura pas une forme de poids du corps sur certaines typologies de projets. Vous restez 360 dans votre approche. Oui, alors ensuite l'écosystème engendre naturellement des priorités. Le fait est que quand vous regardez ce que nous faisons en Deep Tech, notre plan Deep Tech avait comme objectif d'engendrer 500 startups Deep Tech par an. En 2022, 2021, on a fait 250. 2022, on est déjà au-dessus de ça. Quelle est la proportion de Green Tech? Pratiquement la moitié. Donc ça se fait naturellement. En fait, les chercheurs qui deviennent entrepreneurs, c'est beaucoup dans une logique de j'ai envie de sauver la planète. J'ai envie de contribuer moi-même à la solution du méga problème. Donc la Green Tech, très forte. Ensuite, il y a toutes les verticales de la réinvention complète du software et de la tech et du hard. Donc c'est le quantique. Quantique, évidemment, on investit dans toutes les boîtes de quantique. C'est la cyber, c'est la crypto,
On finance, nous, BPI France, en fonds, 6 fonds de crypto quand même en France. Hein. Donc je pense qu'on est un des rares fonds européens qui ont aussi largement déployé du capital dans cette thèse d'investissement, pourtant risquée. Mais d'accord, hein. Et ben on le fait. Très clair. J'en profite désormais pour passer au deuxième volet, vous poser 2 questions macroéconomiques. Ouais. Et ensuite on reviendra à l'entrepreneuriat. On est, et je vais rester très schématique, dans un contexte de concurrence mondiale accrue. On a les Américains avec l'Inflation Reduction Act qui, appelons un chat, applique une forme de protectionnisme. Est-ce que la BPI met-elle en place des dispositifs particuliers pour soutenir l'industrie française face à ces nouveaux enjeux, face à ce protectionnisme mondial au sens large? La BPI, elle est opératrice de France 2030 pour à peu près 80% du programme, quand on fait la somme de tout ce qu'on fait. Hein, c'est-à-dire qu'on fait tous les appels à projets, enfin l'essentiel des appels à projets, et puis par ailleurs, c'est par nous que passent les énormes chèques qui sont faits aux semi-conducteurs français, qui sont faits à la chimie, qui sont faits à l'hydrogène et aux batteries. Hein. Donc à la fin des fins, 2023, ça va faire 7 milliards d'euros de subventions. C'est gigantesque. Hein. Donc, mais c'est pas pour ça que on fait tout ce que les Américains proposent. Parce que pour l'instant, ce que les Américains font est interdit en Europe. Ce que les Américains font, c'est de donner des subventions massives à des entreprises qui n'en ont pas besoin. Voilà. Donc ça s'appelle de l'achat. On achète littéralement l'implantation aux États-Unis ou le maintien aux États-Unis d'une unité de production. On appelle ça le proof of need. Avant, dans l'OMC et dans la réglementation européenne, et c'était le cas jusqu'ici aux États-Unis, il fallait prouver qu'on avait besoin d'argent public dans son projet. Il fallait qu'il y ait donc ce qu'on appelle un funding gap. Bon, maintenant, les Américains financent massivement des projets où il n'y a pas de funding gap. Donc c'est déloyal. Donc c'est déloyal, absolument. L'Europe ne fait pas ça et ne peut pas faire ça aujourd'hui au titre du traité de Rome. Donc la pression est très forte de la part des États sur la Commission européenne de faire valser tout ça, hein, et de se mettre à financer des projets qui sont des projets pourtant autofinancés, hein, de manière à ce qu'il y ait des très grosses implantations industrielles sur le sol européen. C'est là le point auquel nous sommes parvenus aujourd'hui, hein, et c'est pour ça que je dis que l'année 2022 est une année de basculement. Parce que mettez-vous à la place des gens qui sont à Bruxelles. Ils sont là pour quoi? Ils sont là d'abord pour tenir un minimum de règles communes entre les 27. Ils sont là pour faire l'Europe. Et donc, si on se met à permettre aux États de financer des projets qui n'ont pas besoin d'être financés, c'est les États les plus riches qui vont attirer tous les plus beaux projets. Hein. Et à la fin des fins, l'industrie européenne se retrouvera à peu près en totalité en Allemagne. Donc ça n'est pas possible. Voilà les débats qui ont lieu à Bruxelles aujourd'hui. En filigrane, on parle beaucoup de l'Europe, et ça se comprend bien, puisque la régulation se fait au sein de l'Union européenne. Mais est-ce qu'il y a du coup une réponse européenne, en revanche? Je comprends qu'il n'y a pas de réponse française au risque d'être déloyale avec certains autres pays, notamment, et donc Il y a une réponse européenne qui est en cours de documentation, parce que c'est juridiquement très précis. Vous avez eu des annonces au début du mois de février, qui ont été faites par le Conseil, après les propositions faites par Ursula von der Leyen, dans lequel il y a un concept qui est le concept du match, le concept du matching. Hein, c'est-à-dire que si une entreprise se voit proposer quelque chose aux États-Unis de très particulier, alors il est possible de travailler sur un matching de la proposition américaine. Bon. Simplement, en Europe, il restera quelque chose qui est essentiel pour l'équilibre du continent, c'est que le matching ne pourra être accordé que dans des zones qu'on appelle les zones C, qui sont les zones où on a le droit de faire pleuvoir des aides d'État en masse. Les zones C, c'est beaucoup l'Europe de l'Est, les zones qui méritent la solidarité européenne, continentale, pour être développées et industrialisées. Question pour nous, la France a-t-elle des zones C? La réponse est oui. La France est championne d'Europe de la catégorie de zonage C, donc c'est pas forcément des très grosses régions, hein. On va appeler ça des territoires d'industrie. Hein. Il y en a beaucoup dans l'est de la France, qui sont les anciennes friches en fait, hein, qui sont des territoires à très fort taux de chômage et qui méritent d'être réindustrialisés. Donc oui, il y a encore une fois un sentier de réponse très honorable, hein, j'ai envie de dire, de la part de la communauté européenne aux défis que nous ont lancés les États-Unis. Un dernier cas pratique qui vous concerne directement, enfin, au titre de la BPI, c'est la relation entre la BPI et la BEI, ou le FEI, en tout cas avec les autres banques européennes. Oui.
Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment privilégier les intérêts français tout en respectant le cadre européen? Est-ce que parfois c'est un enjeu, est-ce que c'est un défi de naviguer pour la France et pour l'Union européenne? Ah bah c'est toujours un défi, bien sûr, non, ça c'est clair. Ça c'est la vie. La vie, elle consiste avec deux bras à livrer constamment deux combats. Et bien sûr qu'il faut faire l'Europe, mais en même temps il ne faut pas être naïf. La concurrence entre les États européens est tout à fait féroce. Mais féroce. Hein. Moi, ce que je veux, c'est qu'on réindustrialise la France. Réindustrialiser la Belgique, c'est pas tellement mon sujet. Oui. Pour le reste, il faut rester dans un cadre de marché, un cadre de market practice défini par les règles bruxelloises qui, au fond, conviennent très bien. Hein. En revanche, il ne faut pas que la France surinterprète toutes ces normes. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dose de naïveté dont il faut qu'on se débarrasse. Il faut qu'on raisonne à nouveau en fonction de ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire en matière industrielle. Je ne dirais pas qu'on est devenu un pays émergent, mais j'ai presque envie de le dire. Hein, quand on est à 9,7% du PIB dans l'industrie, on a quand même atteint un plancher qui n'est pas question de crever, quoi. Donc il y a beaucoup de verticales de l'industrie sur lesquelles il faut qu'on soit une exigence totale, quoi. Il n'y en a aucun cadeau à faire à nos voisins. Hein. Alors, je déborde sur la troisième partie parce qu'elle fait écho à ce sujet industriel. Vous avez écrit un livre sur la désindustrialisation, et donc par définition, j'imagine que vous êtes pro-industrie et que vous êtes pour produire en France et relocaliser en tout cas des usines de la production en France. Cela signifie qu'il faudrait, je suppose indirectement, aider les entrepreneurs à financer ces usines. Et aujourd'hui, en tout cas en capital risque, qui est le domaine que je maîtrise le plus, moi en capital investissement au sens large, mais c'est une partie qui fait peur. C'est un département qui fait peur, financer des usines, financer des infrastructures. Est-ce qu'il faut mettre le poids du corps? Désolé de reprendre cette expression, mais c'est ce qu'on fait. Donc c'est ce qu'on fait. Avec toute une boîte à outils, qui est la boîte à outils du plan Start-up industriel qu'on a lancé en janvier dernier, en janvier 2022. Donc dans cette boîte à outils, il y a d'abord beaucoup de subventions qui permettent de dérisquer quand même les fonds. Il y a l'appel à projet première usine du plan France 2030 qui permet de mettre des sous en sub. Il y a des prêts, le prêt Nouvelle Industrie qui est un prêt sans garantie, on ne prend pas de garantie sur l'entrepreneur, ni sur ses actionnaires, ni sur rien. Et c'est un prêt qui est à 15 ans, avec 3 ans de différé de remboursement. Hein, donc c'est un prêt qui est juste canon pour financer tout l'immatériel de l'équipement de l'usine et le développement du projet industriel, le bureau des méthodes, etc. Puis ensuite, il y a du capital. Le capital, chez nous, c'est le fonds SPI, beaucoup, Société de projet industriel, qu'on vient de recharger d'1 milliard d'euros. C'est d'ailleurs d'autres fonds de la galaxie de BPI France. Hein. Et puis, c'est des fonds privés qui commencent à exister déjà, hein, et qui ont appris ce métier, qui ne doit pas faire peur. Typiquement, Sofinnova Industrial Biotech, ils font ça depuis une demi-douzaine d'années, ils ont appris. Hein, et ils vont faire des très beaux multiples. Quand Truffle fait Carbios, c'est pareil. Carbios, c'est de l'Industrial Biotech, hein, c'est de la start-up industrielle. Bon, et je pourrais citer également un Jolt qui fait des choses dans ce contexte-là, ou un Supernova. Donc il y a des fonds qui... C'est un métier. C'est un métier. Il faut juste que le contrat avec le LP soit clair. Hein, c'est-à-dire que ça peut faire des très beaux multiples. On fera des très beaux multiples sur la start-up industrielle. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Donc il y a une question de TRI. Bon. Mais donc c'est des fonds qui sont des fonds... au fond, pas forcément d'une nature radicalement différente. Maintenant, on est conscient de ce que vous dites, et donc c'est pour ça qu'on a créé le FNVI, le Fonds National de Venture Industriel, qui est l'équivalent du FNA pour le Venture Industriel. Et on est d'accord pour les premières générations de fonds pour monter jusqu'à 50% d'emprise. C'est risqué, donc on est prêt à mettre 50% du fonds, nous, hein, avec le FNVI. Donc moi j'encourage tout le monde à monter des fonds de Venture Industriel. Priorité nationale. Très clair. Soyons patriotes. Donc montons et gagnons de l'argent. Parce qu'on va gagner beaucoup d'argent avec la réindustrialisation. Hein. Oui. Et donc montons un écosystème qui serait le plus bel. J'aimerais, c'est ça mon rêve, hein, c'est qu'on montre à l'Europe qu'on a bâti le plus bel écosystème de fonds de venture industrielle. Alors, ce qui serait exceptionnel, dans ce cadre, je comprends bien qu'on met le poids du corps pour le coup sur ces sujets-là. La boucle serait bouclée si la commande publique suivait au sens large. C'est-à-dire que favoriser nos entrepreneurs, favoriser l'industrie locale par la subvention, par la création d'entreprises, par le capital, puis par l'achat en étant exemplaire. Quel est votre point de vue rapidement là-dessus? C'est une question très large. La commande publique, c'est sûr que
Si on pouvait réformer les mentalités sur ce plan-là rapidement, ça serait bien. Mais je vois toujours le verre à moitié plein, moi. Hein. Elle va évoluer, la commande publique. Elle va évoluer. Hein. Je le vois bien d'ailleurs dans le secteur de la santé. Il y a une structure qui fait toutes les commandes pour le monde hospitalier, qui commence à réfléchir à des moyens justement de contracter avec les entreprises en achetant des tranches de production d'usines pour faire légèrement baisser les prix, mais en même temps en donnant de la visibilité aux producteurs. Cette intelligence-là, on commence à la voir dans le monde de la commande publique. Hein. Est-ce qu'il faut qu'on arrive tout de même juridiquement à craquer dans le corpus juridique français, c'est qu'un agent public français qui reçoit un ordre de son chef de privilégier une entreprise française, si cette entreprise française est plus chère qu'une entreprise européenne, même légèrement, de peu, hein, l'agent public peut être condamné au pénal. Donc évidemment, ça fait peur. Ça fait très peur. Et je ne suis pas sûr que ça soit le cas dans les autres pays européens. Je pense qu'on est allé très loin. Là. Voilà. Donc il faut trouver un équilibre. Et je pense en effet que la commande publique, dans un certain nombre de cas, sera fondamentale. Mais pas toujours. Prenez Insect. Insect n'a pas besoin de la commande publique, ce n'est pas son sujet. Insect, il a les grands groupes agroalimentaires qui lui achètent sa production. Hein. Quand on est avec, je sais pas moi, Afiren, ou avec Metex, ou les grandes usines d'Amiens, où on fait des acides aminés, tout ça, c'est le secteur privé. Hein. La commande publique, ça va être très important pour le monde du médicament et de la biotech, de la medtech, très important, tout le monde de la santé. Le bâtiment aussi. Alors le bâtiment, est-ce qu'il y a beaucoup de deep tech dans le bâtiment aujourd'hui? Bon, est-ce qu'il y a des startups industrielles dans le bâtiment? J'en vois pas beaucoup, c'est sûr qu'il y a la question du béton décarboné. Hein. Donc là-dessus, oui, je vous donne raison. Et puis il va y avoir rapidement, en effet, l'informatique quantique. Hein. Clairement. Ouais. Mais là, je pense qu'il faut se rassurer, c'est tellement fondamental, tellement stratégique qu'il va y avoir des blocs d'argent public très significatifs. Est-ce que je peux vous poser une question un petit peu polémique? Oui. On parle beaucoup, le gouvernement a beaucoup parlé du plan France 2030, on en a parlé, et du coup des 100 licornes tricolores d'ici 2030, Ouais. dans 7 ans. Ouais. On se rend compte aujourd'hui, on en parlait il y a 18 mois, et ça s'est avéré aujourd'hui qu'il y a beaucoup de startups qui sont scale-up, qui sont survalorisées, 20, 30, 40, 50 fois le chiffre d'affaires, et j'en passe. Est-ce que c'est le bon paramètre 100 licornes en 2030? Est-ce que c'est Oui et non. Alors, je ne suis pas à la source de ce truc-là. J'ai jamais été un super fan de ce genre d'objectif parce que investisseur, membre de comité d'investissement, professionnel, on sait bien ce que c'est que de faire des valos de licorne avec des prefs. Hein. Bon. Donc, c'est quand même un peu Potemkin tout ça. D'autant qu'il y a beaucoup de licornes qui ne le sont déjà plus. Il y a beaucoup de fake corns. Hein. Il y a beaucoup de stress corns. En revanche, c'est vrai que dans un cadre donné, quand on voit qu'on en a 24, on en avait 24, il y en a déjà qui ne le sont plus. Hein. Ouais. Bon. Et qu'Israël en avait 84, ça dit bien le chemin qui reste à parcourir. C'est juste ça que le gouvernement a voulu dire. Le chemin est encore long. On est parti, 4 ans après Israël et après la Grande-Bretagne. Ils ont toujours 4 ans d'avance. Hein. Voilà. Et donc, on a gagné, j'ai envie de dire, 6 mois sur nos 4 ans de retard. Parce qu'on a bien couru. Il faut continuer de courir. Je me fais l'avocat du diable, mais paradoxalement, le terme de licorne, même s'il peut être galvaudé, a mis la lumière sur la tech, a permis, je pense indirectement, de favoriser les talents dans le monde de la tech au sens large. Et donc, il y a aussi du positif, paradoxalement. Non, mais bien sûr, il faut héroïser tout ça. C'est très important pour la marque employeur de la tech française. Hein. Ça attire du capital humain, ça attire du capital financier. Tout ça, c'est une communication de puissance nécessaire. C'est exactement ce que je voudrais qu'on obtienne dans l'industrie aujourd'hui, en fait. Hein. C'est ces mêmes recettes. Il y a la French Tech coque rouge, la French Fab coque bleue. J'aimerais qu'on invente l'équivalent du concept de licorne pour les startups industrielles. Alors, on dit on n'a qu'une seule licorne industrielle, c'est Exotech. En fait, je pense que pour l'industrie, il faudrait qu'on trouve quelque chose qui soit un marqueur de succès. Est-ce que c'est la licorne? J'en sais rien, mais quelque chose qui permette effectivement de commencer cette communication positive qui montre là aussi la boule de neige de la réindustrialisation. Ça sera très attractif ensuite en marque employeur pour les entreprises industrielles. Très clair. Je vais terminer par des questions un peu plus personnelles, Oui. enfin, en tout cas qui vous concernent directement.
Je vais évidemment commencer par votre actualité. Vous étiez la semaine dernière à l'Assemblée puis au Sénat. Vous êtes reconduit pour 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça fait 10 ans que vous êtes à la BPI, vous repartez sur 5 ans. Pourquoi? Est-ce que vous avez encore l'énergie et surtout la motivation? Bon, écoutez, la BPI est un navire qui va à un train d'enfer, là. Hein, et j'ai l'impression que tout démarre maintenant d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous avez devant vous des chantiers qui sont des chantiers extraordinaires. Quand vous avez en plus l'instrument de la BPI, avec les moyens qu'on nous a donnés, la qualité des équipes, l'attractivité incroyable dont on parlait en début d'entretien pour les jeunes. Et donc on a des raisons de penser qu'on peut relever ces défis-là. Mais quels sont ces défis? Décarboner le tissu productif, c'est maintenant. C'était pas il y a 10 ans quand on a créé la BPI. Hein. Il y a 10 ans, il fallait faire la French Tech, en particulier. Il fallait commencer la Réindus. Bon. Et puis il fallait faire la BPI. Ça ne s'est pas fait tout seul. Maintenant, il faut décarboner le tissu productif. Il faut réindustrialiser par l'innovation. Il faut rebooster l'exportation, qui est une catastrophe totale, nationale. Il faut sécuriser des accès souverains à des intrants fondamentaux, donc ancrer en France des verticales essentielles pour la souveraineté française. Hein, donc investissement capital nécessaire. Il faut doubler le nombre d'entrepreneurs en France. C'est notre projet. Hein. Il faut déployer le retail dans la société française. Démocratiser le private equity. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Et j'ai envie de le faire. Vous avez employé le terme de souveraineté française qui parfois peut faire polémique. Ouais. On peut en parler? On peut utiliser cette expression? Ben carrément, il faut parler du drapeau. Bien sûr. Ah ben, il faut parler de la France. Il faut tout le temps parler de la France. Les Français veulent qu'on parle de la France. Pas compliqué. Hein. Les Français veulent qu'on leur donne les moyens d'être fiers du pays, veulent être patriotes, veulent être absolument certains que leurs chefs, que nous sommes, le sont, hein, et les emmènent vers la victoire. Les Français sont compétitifs. Hein. Si on regarde derrière, là on a parlé des 5 prochaines années, si on regarde derrière votre épaule sur les 10 premières, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Est-ce que vous auriez une chose à me citer qui aujourd'hui, quand vous racontez à quelqu'un votre métier, est un bon exemple de ce qui vous rend fier sur ces 10 dernières années? Écoutez, plein de choses, mais ce matin on avait un comité exécutif, on a présenté l'étude d'opinion auprès de nos clients, et donc le NPS. Oui. Bon, ben, le NPS de BPI France, il est juste monstrueux, quoi. Il est tellement plus haut que tout le reste du secteur bancaire et les fonds. C'est un NPS de dingue. Donc ça me rend très très fier. Ce qui me rend fier, c'est qu'on a réussi à bâtir une entreprise qui est faite de 3500 hussards, femmes et hommes, militants, qui sont tellement heureux d'être déployés sur le terrain au service de la cause, tout en étant des très grands professionnels de leur métier. Et on l'a vu pendant la crise du Covid. Hein. Le paramètre humain que vous retenez. Ah ben bien sûr. La BPI France, on est une psychobanque. Donc on fait vraiment le travail de maïeutique avec l'entrepreneur. On est éditeur d'entrepreneurs, j'ai toujours dit. Hein. Et donc on a une relation émotionnelle très forte et professionnelle. Voilà. Et donc capital humain, capital financier. Donc on a créé ce concept-là. Et je pense qu'on le maîtrise bien. Et je pense qu'on est assez en avance en la matière. Hein. Et ça s'est vu pendant la crise du Covid, encore une fois, puisque les collaborateurs de BPI France, en 15 jours, tout le monde s'y est mis. Hein. Depuis l'informaticien jusqu'au comptable, en passant par les investisseurs, ils ont appelé 100 000 entrepreneurs français pour leur dire « vous inquiétez pas, tout, ça va aller, vous inquiétez pas hein. ». Ça, c'est formidable. Formidable. Ça veut dire qu'on peut nous confier plein de missions. On est toujours en coup de fusil, en départ lancé, à très grande vélocité sur le terrain, réactivité. Et on ne ménage pas notre peine. Nos collaborateurs, littéralement, reçoivent les coups de fil des clients à minuit. Hein. Ouais. Vous parlez de terrain, vous avez déjà été tenté par la politique? Parce que là, quand on vous entend, au contraire, j'ai l'impression que ce qui vous stimule, c'est ce côté très opérationnel finalement et très économique. Est-ce que vous avez déjà été tenté par le monde économique qui est un monde différent? Moi, j'aurais très peur de plus être opérationnel. Ouais. Voilà. J'ai besoin en fin de journée, en fin de semaine, de savoir que les choses se sont accomplies. C'est une obsession. Je crois savoir que vous êtes assez proche. Alors, vous ne pouvez pas être proche des centaines et des milliers d'entreprises que vous financez directement ou indirectement, mais
Il y a certains sujets, notamment industriels, et certaines sociétés, notamment de la tech, qui sont grosses. Vous parlez de Doctolib, Insect, Ledger, dont vous êtes assez proche. Est-ce toujours le cas? Est-ce que vous rentrez parfois un petit peu sur certains dossiers? Ben, je rentre en quantité de dossiers, Bien sûr. tout le temps. En fait, j'ai absolument voulu que l'agenda du directeur général de la BPI ne soit pas contraint par la multitude des comités qu'on trouve dans quantité de grandes banques. Pourtant, nous sommes une grande banque et nous sommes régulés par la Banque Centrale Européenne exactement de la même manière que tout le monde. La même manière. La même manière, les mêmes règles, ni plus ni moins. Il n'y a pas de... Bon, et donc en fait, je passe ma semaine avec les clients de BPI France, fondamentalement. Et aussi quand même pas mal avec ceux qui nous donnent les moyens d'exercer nos mandats, c'est-à-dire mes actionnaire. Mais comme tout le monde, c'est-à-dire que vous êtes un fonds, vous êtes avec LP, j'étais chez Capgemini, j'étais en roadshow. J'ai mon roadshow. Mon roadshow, c'est l'État, c'est le secteur privé beaucoup qui finance massivement BPI France maintenant. Puisqu'on on gère pour compte de tiers maintenant à peu près 15 milliards d'euros quand même. Donc je vais dans le Golfe, je vais retourner en Chine, chercher du capital à déployer dans nos missions en France, etc. Mais beaucoup quand même de relations clients. Doctolib, j'étais au board. Ouais. Bon, je peux plus tout faire. Puisque là, je suis au board de Stellantis et je suis aussi au board et je vais être président de ST Microelectronics. Donc ça fait beaucoup, je suis obligé de choisir. Mais bon, Ledger, typiquement, on les suit de comité en comité. Je suis dans les comités. Bien entendu. Je suis dans tous les comités au-dessus de 15 millions d'euros d'investissement. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Merci pour toutes vos réponses. Une dernière question. Est-ce que vous auriez quelqu'un à me suggérer, de votre choix, plutôt en France, pour qu'on puisse l'interviewer, à interviewer? Est-ce que vous pensez à une personne que je devrais interviewer prochainement? Alors oui, je vais la prendre dans ma passion, conviction, truc dont je suis habité en ce moment, c'est-à-dire la réindustrialisation. Et donc je vais vous proposer Erwan Kouatanea, qui est le patron d'une entreprise qui fait des gaines d'aération en Mayenne, qui est une très belle PME 4.0 qui travaille pour les grandes usines du monde, et qui est un ancien de chez Peugeot, qui a créé sa boîte, qui est un industriel pur, et qui est le type même de l'officier ardent qui va permettre de gagner tous les mocassins de la réindustrialisation. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci.